Tout cumulé, il y avait effectivement une cinquantaine d'artistes, mais chaque année, ce furent une 18aine ou une 20aine d'artistes qui se succédaient. Il a murmuré ces mots comme un secret, qu'on n'aurait jamais dû entendre, un souffle brisé glissant entre deux silences, et pourtant personne n'était là pour le retenir. Pendant des années, Bébert s'effaçait sous nos yeux sans que nous comprenions ce qui le rongeait vraiment, comme si la vie elle-même lui échappait. Scène après scène, sourire après sourire. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil de cette disparition qui ne dit pas son nom, une fin si discrète qu'elle en devient terrifiante. Voici l'histoire que personne n'a su raconter à temps, une mort glaçante. Les derniers mots de Bébert vous feront pleurer. Mais comment ce garçon timide, devenu l'idole électrique des années 80, a-t-il pu passer du vacarme des foules à un silence si profond ? Mais que s'est-il réellement passé derrière ce sourire éclatant, derrière cette énergie qui semblait inépuisable aux yeux du public ? Comment un homme capable de soulever des salles entières a-t-il pu s'éteindre sans un bruit, comme si le monde avait cessé de le voir avant même qu'il ne disparaisse vraiment ? Pour comprendre la vérité, sa vérité, il faut remonter à l'époque où Bébert régnait encore sur les scènes françaises, quand chaque apparition déclenchait une vague d'enthousiasme, mais aussi, sans que personne ne le sache, une fatigue profonde qui commençait à se creuser dans son regard. Car sous les éclats de lumière, il y avait déjà les premières ombres, des fissures invisibles que seul un œil attentif aurait pu repérer, mais que personne n'a voulu voir. Au début des années 80, la France vibrait au rythme des forbans. Bébert se jetait sur scène avec la fougue d'un gamin qui découvre le bonheur d'être applaudi. Il sautait, il riait, il chantait comme si chaque concert était le dernier. Pourtant, derrière cette apparente insouciance, certains vieux techniciens racontent aujourd'hui qu'ils l'ont parfois surpris, juste avant d'entrer en scène, le front appuyé contre un mur, les épaules tremblantes, comme s'il cherchait à retenir quelque chose, un souffle, un doute, une peur. Mais dès que les projecteurs s'allumaient, tout disparaissait. Le public n'a jamais rien vu, les caméras encore moins. La France, alors, n'était qu'émerveillement devant ce garçon, venu de la banlieue, si doué pour rendre les gens heureux. Mais même à cette époque, il y avait un paradoxe que personne n'a su expliquer. Plus Bébert devenait célèbre, plus il semblait s'enfoncer dans une solitude que la gloire ne pouvait pas combler. Les archives de Live de l'époque montrent des dizaines d'interviews où il plaisante, où il évite soigneusement les questions personnelles. Quand un journaliste lui demande un jour comment il vit ce succès fulgurant, il répond avec un sourire « On n'a pas le temps de réfléchir, on court, on chante, on vit ». Ce que les gens n'ont pas remarqué, c'est qu'à ce moment-là même, ses mains tremblaient légèrement. Une nervosité infime que seule une caméra, très attentive, aurait pu capter. Car déjà dans le cœur de Bébert, quelque chose se fissurait. Cette vie de tournée sans répit, ces milliers de regards braqués sur lui, cette joie qu'il devait offrir chaque soir. Tout cela commençait à peser lourd, si lourd qu'aucune chanson entraînante ne pouvait plus vraiment masquer la fatigue émotionnelle qui l'envahissait. Les années passent, et à mesure que les hits s'enchaînent, Bébert s'enfonce dans un silence intérieur. Les four-bands, malgré leur image joyeuse, traversent des tensions que l'on cache soigneusement au public. Dans les loges, les disputes éclatent parfois, les ambitions divergent, l'argent manque, les doutes s'invitent. On raconte qu'un soir, après un concert particulièrement difficile, il serait resté seul dans la salle vide, à fixer les fauteuils alignés comme des témoins muets de sa lassitude. Un régisseur, venu éteindre les lumières, l'aurait trouvé assis sur le bord de la scène. Il lui aurait simplement dit « Tu sais, parfois, je ne sais plus si je chante pour eux ou pour oublier quelque chose. » Le régisseur n'a jamais su quoi répondre et cette phrase lui est restée en tête des années durant, sans jamais comprendre ce que Bébert cherchait à fuir. Vers la fin des années 80, lorsque la mode change et que les four-bands sont moins demandés, la pression s'accentue. Là où beaucoup auraient accepté de ralentir, Bébert se débat. Il refuse de céder, refuse de disparaître, refuse surtout d'admettre qu'il souffre. Le public ne le voit plus aussi souvent, mais lui continue à répéter, à tenter de relancer le groupe, à se battre contre l'oubli qui commence à le frôler. Ce n'est pas la perte de succès qui l'effraie. Non, c'est cette sensation sourde que le monde avance sans lui, que la vie commence à lui glisser entre les doigts, comme du sable. Pour un homme qui a connu les cris des foules, le silence est une agonie lente. Et puis arrive cette période étrangement mystérieuse, celle dont personne n'a parlé à l'époque, mais que les proches
évoque aujourd'hui avec une pudeur mêlée de regrets. On dit que Bébert annulait parfois un concert au dernier moment, se renfermait pendant des jours, refusait de répondre aux appels. D'autres fois, il s'imposait avec le même sourire, comme si rien n'était arrivé. Personne ne comprenait vraiment. Certains pensaient à une fatigue passagère, d'autres à une dépression qu'il n'osait pas nommer. La vérité, c'est que Bébert se battait contre un vide intérieur que les projecteurs ne pouvaient le plus combler. Il commençait à sentir que quelque chose en lui se fissurait, lentement, mais sûrement, comme une porte qui se ferme sans bruit. Lorsque la presse finit par l'oublier, presque complètement, c'est là que la fracture devient invisible aux yeux du monde, mais énorme pour lui. Les invitations télé diminuent, les articles aussi, et alors que beaucoup l'imaginent vivre paisiblement loin des caméras, personne ne sait qu'il traverse en réalité une crise personnelle profonde. Il se replie peu à peu, traîne longtemps dans son atelier d'ébénisterie, où il transforme des morceaux de bois comme pour reconstruire symboliquement ce que la vie lui a arraché. On dit qu'il écoutait des vieux enregistrements des Forbans en boucle, seul, parfois jusqu'au milieu de la nuit. Certains voisins l'ont entendu fredonner des extraits de chante, mais d'une voix grave, lente, presque étrangère à lui-même. À partir de ce moment, la solitude devient son ombre. Même entouré, il semble absent. Même en plaisantant, il paraît ailleurs. Et pourtant, jamais il ne se plaint, jamais il n'exprime le moindre mélange de tristesse ou d'amertume. Il garde tout pour lui, comme si ses blessures ne méritaient pas d'être partagées. Comme si les montrer aurait été une trahison envers ce public qu'il a tellement voulu rendre heureux. Ce silence, cette pudeur extrême, est peut-être ce qui l'a isolé le plus. Car personne autour de lui ne comprend à quel point il s'effrite à l'intérieur. Et c'est là que tout bascule. Sans que personne ne le voie venir, le corps commence à lâcher. D'abord quelques malaises simples, puis une fatigue permanente, puis ces absences qui deviennent inquiétantes. Mais fidèle à lui-même, Bébert continue de nier, continue de cacher, continue d'avancer. Jusqu'au jour où un ami reçoit une lettre qu'il ne divulguera jamais entièrement, mais dont un passage, seulement un, va hanter ceux qui l'ont connu. « J'ai connu le bruit des foules et le silence des chambres vides. Ce n'est pas la maladie qui m'effraie, c'est la disparition. » Une phrase à la fois douce et glaçante, presque prophétique, comme s'il savait que son destin était déjà en marche. À partir de là, on entre dans la partie la plus douloureuse, la plus secrète, la plus humaine de son histoire. Cette lutte silencieuse que personne n'a vue et qu'il n'a jamais voulu partager. Une lutte où l'homme, l'artiste, le fils, l'ami, disparaît lentement derrière un voile de silence et de dignité, sans éclat, sans cri, sans plainte. Et pourtant, dans cette lente extinction, une vérité bouleversante commence à apparaître. Une vérité que peu de gens connaissent, et que nous allons découvrir maintenant. Mais à quel moment tout a vraiment basculé ? À quel moment l'homme a-t-il cessé de se battre pour commencer à s'abandonner doucement à ce silence qu'il avait tant redouté ? La réponse, personne ne la connaît totalement. Mais ceux qui ont croisé Bébert dans cette période racontent qu'un changement subtil, presque imperceptible au début, a fini par devenir évident. Comme si un matin, il s'était levé avec la certitude que quelque chose devait s'arrêter, que certaines portes devaient se fermer pour qu'il puisse enfin respirer. Ce n'était pas une décision brutale, ni un geste spectaculaire. C'était un glissement, une lente dérive, un choix intérieur qui ne s'expliquait pas vraiment, mais qui devenait de plus en plus présent dans ses yeux, dans sa voix, dans sa façon d'être. C'est durant ces mois-là que ses proches ont remarqué un détail troublant. Bébert ne parlait plus de l'avenir. Lui qui avait toujours des projets, des idées de chansons, des envies de tourner, ne mentionnait plus rien. Il se contentait de dire « on verra », avec un demi-sourire, puis détournait le regard. Comme si la vie entière s'était déplacée vers un autre horizon. Un horizon qu'il ne voulait plus partager. Dans son atelier d'ébénisterie, où les copeaux de bois jonchaient le sol comme les fragments d'un monde intérieur brisé, il travaillait parfois en silence, pendant des heures, sans musique, sans radio, sans rien. Quand on lui demandait ce qu'il fabriquait, il répondait vaguement « des choses pour moi ». Et personne n'osait insister. Il y avait dans sa voix une détermination douce, presque apaisée, mais aussi une lourdeur qui semblait dire « je fais ce qu'il me reste à faire, tant que je le peux encore ».
Un soir d'hiver, un ami raconte l'avoir vu refermer brusquement une boîte en bois qu'il sculptait. Il avait posé sa main dessus avec une tendresse étrange, comme si cet objet représentait quelque chose d'essentiel. L'ami lui demande alors « C'est un cadeau ?» Bébert, sans lever les yeux, répond simplement « Non, c'est un souvenir que je veux laisser quelque part. » Cette phrase, mystérieuse, a longtemps résonné. Un souvenir de quoi? Pour qui? Il n'a jamais voulu répondre. Et quelques jours plus tard, la boîte n'était plus dans l'atelier. Personne ne sait où elle est passée. Un détail minuscule dans la chronologie de sa vie, mais qui rétrospectivement ressemble à un geste d'adieu. Sa santé, elle, continue de décliner en silence. Des jours où il marche difficilement, d'autres où il s'épuise en 5 minutes. Mais jamais une plainte, jamais un mot de trop. Ceux qui l'aperçoivent à cette époque disent qu'il forçait encore son sourire, par pudeur, par gentillesse, ou simplement par habitude. Mais ses yeux, eux, semblaient en dire autre chose. Les médecins qui l'ont vu parlent d'un homme courageux, déterminé, mais aussi résigné à ne pas alourdir les autres avec ses douleurs. C'est cette fierté discrète, presque excessive, qui a fait de cette période un mystère pour tout le monde. Il ne voulait pas qu'on le voie vulnérable. Il voulait rester Bébert, celui qui donne, jamais celui qui demande. Un jour pourtant, une conversation marque un tournant. Michel Papin, l'ami de toujours, décide de lui parler franchement. Il s'assoit face à lui et lui dit « Bébert, on est là. Tu n'es pas seul. » Bébert hoche la tête, mais reste silencieux. Alors Michel insiste, lui demande ce qu'il ressent, ce qu'il craint, ce qu'il veut. Et là, après un long moment de silence, Bébert finit par murmurer « Ce que je veux, juste un peu de paix. » Une phrase simple mais qui porte un poids immense. Une phrase qui signe probablement sa décision intérieure. Cesser de lutter contre ce qui venait, l'accueillir plutôt que le fuir. Ce n'était pas un renoncement, c'était une acceptation. À partir de ce moment, quelque chose change dans son comportement. Il trie des affaires, fouille dans des photos anciennes, range des souvenirs qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Certains proches disent qu'il louait son manquance, qu'il semblait presque serein en faisant tout cela, comme s'il mettait de l'ordre dans une vie qui avait trop longtemps été laissée au hasard. D'autres racontent l'avoir vu contempler longuement une vieille pochette de disques des Four Bands, le regard perdu quelque part entre nostalgie et gratitude. Il ne parlait pas. Il ne pleurait pas. Il regardait simplement avec cette expression étrange d'homme qui mesure le chemin parcouru et comprend enfin qu'il est arrivé au bout. Mais ce qui a bouleversé le plus ses proches, c'est une nuit où, pour la première fois depuis longtemps, il a confié quelque chose d'intime. Un ami était resté tard avec lui, dans le salon, à écouter des chansons anciennes. Sans prévenir, Bébert lui dit « Tu sais, j'ai parfois eu peur de n'être que ça. Un souvenir. Mais finalement, ce n'est pas si grave d'être un souvenir, si on a apporté un peu de bonheur. » Cette phrase, d'une douceur poignante, montre à quel point il avait déjà amorcé son propre départ. Il ne parlait plus du futur. Il parlait déjà depuis un ailleurs, comme quelqu'un qui sait que le temps se referme. La dernière rupture avec la vie publique arrive quelques semaines plus tard. Une chaîne locale lui propose une interview pour rendre hommage à sa carrière. Il aurait pu accepter. Il aurait pu parler une dernière fois au public, qu'il avait tant aimé. Mais il refuse. Poliment, mais fermement. « Je n'ai plus de mots à offrir », dit-il simplement. Cette phrase, presque littéraire, presque finale, a glacé ceux qui l'ont entendue. Car elle ne parlait pas seulement d'une interview, elle parlait de la vie même. Comme si tout ce qui devait être dit avait déjà été dit. Tout ce qui devait être vécu avait déjà été vécu. Peu après, son état s'aggrave. Les visites deviennent plus rares, les journées plus silencieuses. On raconte qu'il écoutait encore de la musique, mais très doucement, comme si les chansons lui faisaient mal autant qu'elle le réconfortait. Une fois, il aurait chuchoté à une infirmière « Je ne veux pas qu'on me voie comme ça ». Gardez en mémoire le Bébert qui chantait. Cette demande, si simple, résume tout l'homme qu'il était. Pudique, loyal, profondément humain. Il ne voulait pas inquiéter, il ne voulait pas troubler, il voulait protéger les autres, même au seuil de sa propre fin. La veille de son dernier jour, un membre de sa famille affirme qu'il semblait étrangement apaisé. Il avait demandé qu'on ouvre légèrement la fenêtre, comme pour laisser entrer un peu d'air frais, un souffle, une lumière quelconque.
Il avait serré la main de sa compagne avec une force qui contrastait avec sa faiblesse physique. Et dans un murmure presque imperceptible, il lui aurait dit « Ne t'inquiète plus, je suis prêt maintenant ». Ces mots, fragiles et forts de force à la fois, ont marqué ceux qui étaient présents, car ils n'étaient pas un adieu, ils étaient une délivrance. Et pourtant, il restait encore une vérité que personne n'avait entendue, une parole ultime qu'il n'avait confiée à personne, un fragment d'âme qu'il allait offrir dans un dernier souffle, comme le point final d'une vie marquée par la pudeur, la douleur, mais surtout par un courage silencieux. Une vérité que nous allons maintenant découvrir. Et c'est précisément dans ces derniers jours, alors que son corps s'affaiblissait et que son souffle devenait plus court, qu'une transformation profonde s'est opérée en lui, une sorte de renaissance silencieuse que personne n'aurait pu prévoir. Comme si, au moment même où la vie se retirait peu à peu, quelque chose en lui s'éclairait, se décantait, se clarifiait. Ceux qui l'ont vu dans ces instants parlent tous de la même chose. Un apaisement étonnant, presque lumineux, qui contrastait avec la douleur des semaines précédentes. On aurait dit que Bébert avait trouvé un refuge intérieur, un espace intime où la peur n'avait plus sa place, où la colère et les regrets s'étaient dissipés, laissant derrière eux une forme de sérénité simple, nue, authentique. Ce changement, il ne s'est pas manifesté brusquement. Il était le résultat d'un long chemin, d'un dialogue discret entre lui et sa propre existence. On raconte qu'un après-midi, alors qu'il observait la lumière glisser sur le mur blanc de sa chambre, il aurait confié à mi-voix « Je crois que j'ai passé trop de temps à courir derrière ce qui n'était qu'un écho. Aujourd'hui, je comprends enfin ce qui compte. » Ces mots, d'une douceur immense, traduisent cette prise de conscience lente et profonde. Il ne s'agissait pas de renoncer à sa vie passée, ni de la renier. Il s'agissait de la regarder en face, avec honnêteté, sans phare, et de l'accepter entièrement. Ses joies, ses erreurs, ses silences, ses élans, ses chutes. Pour la première fois peut-être, il se voyait tel qu'il était, sans public, sans rôle à jouer, sans sourire obligé. Dans cette nouvelle clarté, il commence à réconcilier les morceaux de lui-même qu'il avait longtemps tenus séparés. L'enfant timide de Tunis, l'adolescent fasciné par le rock, l'adulte propulsé trop vite sur scène, l'homme blessé par la solitude, l'artisan qui trouvait refuge dans le bois, l'artiste qui n'osait plus chanter. Tout cela, soudain, formait une seule et même vie, ni parfaite ni tragique, mais humaine. Et cette idée semble l'avoir profondément apaisé. Une infirmière raconte qu'il lui a dit un matin « J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je ne devais pas être fort tout le temps. On peut être fragile aussi, et rester digne. » C'était une phrase qu'il n'aurait jamais prononcée quelques années plus tôt, tant il tenait à ce rôle de pilier, de sourire infaillible. Mais là, au bord du vide, il n'avait plus besoin de jouer. Il était lui-même. Enfin, ce retour à l'essentiel s'accompagnait d'un sentiment de gratitude inattendu. Sa famille affirme qu'il se souvenait de manière très précise de moments minuscules. Un repas partagé, une soirée d'été, une odeur de planches de bois fraîchement coupées, un rire d'enfant dans un concert. Ces images, dit-on, lui revenaient comme un album intérieur qu'il feuilletait lentement, sans tristesse. Il ne parlait pas de ce qu'il avait perdu, mais de ce qu'il avait eu. Et cela changeait tout. Un proche raconte même qu'il lui a confié. On croit toujours qu'on a raté sa vie, jusqu'au jour où on la regarde vraiment. Et là, on se rend compte qu'elle était belle, même avec ses bosses et ses silences. Une phrase qui résonne comme une petite leçon de sagesse offerte au monde sans prétention. Dans ses derniers instants de lucidité, Bébert semble avoir atteint une sorte de paix intérieure qu'il avait cherché toute sa vie sans vraiment le savoir. Il ne s'inquiétait plus du jugement des autres, ni des attentes, ni du poids de la gloire disparue. Tout cela, d'un coup, n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'étaient les liens, les visages, les souvenirs, la douceur des gestes simples. Sa compagne raconte qu'il aimait rester de longues minutes à écouter le bruit du vent contre la fenêtre, comme un enfant attentif. Il disait que ce son lui rappelait qu'il faisait encore partie du monde, même un peu. Comme si chaque souffle d'air, chaque rayon de lumière, chaque mouvement du jour était devenu une manière de lui dire que tout ce qu'il avait vécu avait eu du sens. C'est durant une soirée calme, dans ce demi-silence qui précède la nuit, qu'il aurait murmuré une phrase qui bouleversa ceux qui l'entouraient. « Je crois que j'ai enfin appris à ne plus me battre contre moi-même. » Ces mots
prononcé d'une voix faible mais résolue, était net comme un verdict doux, un aboutissement. Il ne s'agissait plus de lutter, ni de fuir, ni d'exister pour le regard des autres. Il s'agissait simplement d'être. Et cette acceptation, loin d'être une défaite, était devenue une victoire silencieuse. Une victoire sur les peurs, sur la solitude, sur les attentes qui l'avaient longtemps enfermé. Une victoire intime et profonde. Dans les derniers jours, il parlait moins, mais chaque mot semblait chargé d'une gravité tendre. Il disait merci, plus souvent, souriait avec plus de sincérité, et son regard, malgré la fatigue, brillait d'une lueur étrangement paisible. Ceux qui étaient présents disent qu'il semblait vivre un processus de réconciliation totale, avec lui-même, avec son passé, avec les non-dits, avec ce qu'il n'avait pas accompli et ce qu'il avait accompli malgré lui. Même les regrets, qu'il avait longtemps portés comme des poids invisibles, semblaient de s'être allégés. Il savait que la fin approchait, mais il n'y avait plus de panique, plus de résistance. Juste un souffle tranquille, presque philosophique. Et dans cette atmosphère où chaque seconde devenait précieuse, Bébert a laissé transparaître une vérité simple. La vie n'a jamais besoin d'être parfaite pour être belle. Il l'a dit un soir, à mi-voix, en regardant les lumières de la ville filtrer à travers le rideau. On ne choisit pas toujours le chemin, mais on peut choisir la façon de le finir. Et moi, je veux le finir en paix. Des mots qui ont figé le temps, des mots que ceux qui les ont entendus ne pourront jamais oublier. Et pourtant, malgré cette sérénité retrouvée, malgré cette impression bouleversante de renaissance intérieure, il lui restait encore quelque chose à dire, une parole ultime qui allait sceller, d'un seul souffle, tout ce qu'il avait traversé. Une parole qui n'était pas destinée au monde, mais qui en dit plus sur lui que toute sa carrière. Une parole qu'on n'oublie pas, et que vous allez entendre maintenant. Et puis, dans un dernier souffle presque imperceptible, comme un fil de voix qui se détache du monde, Bébert aurait murmuré ce que personne n'attendait. Des mots simples, dénués de toute mise en scène, mais qui résonnent encore aujourd'hui pour ceux qui les ont entendus. Prenez soin de ceux que vous aimez, même quand ils ne disent de rien. C'était une phrase fragile, une phrase de vérité pure, arrachée à la pudeur d'un homme qui avait passé sa vie à cacher ses failles derrière un sourire. Une phrase qui semblait contenir à la fois un regret, une reconnaissance et un ultime conseil. Et après cela, il s'est tu. Non par fatigue, mais parce que tout était dit. Dans la chambre silencieuse, baignée d'une lumière pâle, sa famille pouvait rester quelques instants sans bouger, comme suspendue entre douleur et douceur. Car dans ce dernier murmure, il n'y avait ni plainte, ni amertume. Il n'y avait que la paix. Une paix inattendue, presque belle, qui enveloppait son visage comme une caresse. Certains y ont vu un adieu, d'autres un dernier acte d'amour, d'autres encore une réconciliation tardive avec lui-même et avec le monde. Et peut-être qu'il avait raison. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier, jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour dire ce qui compte vraiment. Les jours qui ont suivi ont été remplis de témoignages, de messages, de souvenirs, des anonymes, des anciens fans, des amis d'enfance, des collègues de scène. Tous racontaient la même chose, la gentillesse, la simplicité, l'humanité de cet homme qui n'avait jamais vraiment cherché à être une star. On disait qu'il faisait partie de ces artistes qu'on croit avoir oubliés, mais qui en réalité vivent encore dans un coin de nos mémoires, comme une chanson qu'on ne chante plus, mais qu'on reconnaît dès les premières notes. Et lorsque sa disparition a été rendue publique, c'est ce morceau, oublié, de nos vies, qui est revenu d'un coup, nous rappelant que certains visages, certains rires, certaines voix laissent des traces profondes, même après des années de silence. Alors oui, son départ a été discret, presque invisible. Oui, il aurait sans doute souri en voyant l'émotion qu'il a provoquée malgré lui. Mais au fond, n'est-ce pas là le plus bel héritage ? Quitter ce monde sans bruit, mais laisser derrière soi quelque chose qui continue de vibrer dans le cœur des autres. Une chanson, un souvenir, un rire, un murmure. Bébert n'a jamais eu de fortune immense, ni de trophées par centaines. Il n'a jamais cherché les projecteurs, et peut-être que les projecteurs l'ont abandonné trop tôt. Mais sa vie nous rappelle une vérité essentielle, ce n'est pas la durée d'une lumière qui compte, mais ce qu'elle éclaire sur son passage. Dans ce dernier message, dans cette simplicité bouleversante, il nous laisse une leçon discrète, mais puissante. Écouter ceux qu'on aime, même quand ils semblent aller bien. Être là, sans bruit, sans insister, sans juger. Parce que les plus grandes solitudes sont souvent celles qu'on ne voit pas.
Et peut-être que la plus belle manière de lui rendre hommage aujourd'hui, c'est précisément de faire cela. Ouvrir un peu plus les yeux, un peu plus les bras, un peu plus le cœur. Si cette histoire vous a touché, si vous avez grandi avec ses chansons, ou si vous découvrez seulement maintenant la profondeur de son parcours, n'hésitez pas à partager un souvenir, un mot, un hommage dans les commentaires. Votre soutien aide cette mémoire à continuer de vivre doucement, sans éclat, mais avec sincérité. Et si vous souhaitez que d'autres récits vrais, humains et émouvants vous accompagnent, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Parce que certaines histoires méritent d'être entendues, d'être racontées. Et certaines voix, même lorsqu'elles se taisent, méritent encore d'être entendues.